À la fin de cette vidéo, vous aurez créé votre propre agent IA RAG. Je vais vous expliquer des petites définitions pour comprendre toutes les notions et surtout aller étape par étape pour vous apprendre à créer cet agent sans coder. Vous n'allez pas faire une seule ligne de code. Allez, arrêtons de parler et passons direct à l'action. Alors, on va commencer par une petite définition de RAG. C'est un acronyme qu'on retrouve assez souvent, partout, et en fait ça veut dire Retrieval Augmented Generation. Donc c'est l'idée de faire une recherche et d'apporter une réponse plus étoffée, on va dire, plus précise. Par exemple, si on nous demande combien font 10 km en miles, on ne sait pas forcément, donc on va aller sur Google, on va rechercher combien fait un kilomètre en miles, on va faire le petit calcul et on va donner la réponse. Donc en fait, c'est une réponse qui est un peu augmentée parce qu'on va utiliser un outil. Là, dans mon exemple, c'est Google. Mais en fait, quand on crée des agents RAG, c'est en fait, on va lui donner des outils, Google, des documents perso d'entreprise, d'autres informations, et lui, du coup, il va fournir une réponse un petit peu augmentée. C'est comme ça que je traduis, et il va générer une réponse à partir de toutes ces infos, il va la fournir la réponse. Donc voilà pourquoi on utilise ces petits acronymes de RAG. Donc RAG n'est pas forcément lié au vector database, au vector DB, qu'on parle souvent. Parce que, comme je vous ai dit, ça peut être une simple recherche sur Internet. Mais dans le cas des documents, et ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va faire un agent RAG basé sur des documents privés. Et donc là, on va utiliser une vector DB, une base de données vectorielle. Donc je vous dis en quelques mots qu'est-ce que c'est. Regardez sur cette image, par exemple. Donc là, en fait, c'est l'espace vectoriel, il est en 3 dimensions, comme on peut le voir ici avec les 3 flèches. Et donc c'est un petit peu l'idée de transformer des documents en nombres, c'est-à-dire en vecteurs. Un vecteur, c'est un nombre en fait avec 3 dimensions. C'est en gros des nombres. On les met dans une base avec un nombre. Par exemple, là on voit que par exemple Apple, c'est tout en anglais, là c'est Apple, c'est pomme et banane. Donc eux, ils ont eu des nombres qui sont assez proches parce que là, on se dit, bon, il a peut-être un peu rangé les fruits ici. Par contre, de l'autre côté, wolf, loup, dog et cat, donc les loups, chiens et chats, eux, ils ont été rangés de ce côté-là. Donc vous voyez un petit peu l'idée pourquoi on dit vectoriser une base de données vectorielle, vector DB. Donc c'est un petit peu ça l'idée. C'est ce qu'on va faire dans cet agent IA. Mais par contre, on va devoir faire 2 agents IA. Il y en a un premier qui va s'occuper donc de transformer le document d'origine en vecteur et le mettre dans la base de données. Après, on aura un deuxième agent qui, en fait, quand on va lui poser une question, lui, il va transformer la question pour se dire ah, qu'est-ce qu'il m'a dit Ça, à mon avis, il va le retransformer en chiffre pour savoir s'il doit nous répondre banane ou pomme. Donc voilà, il y aura 2 agents. C'est un peu l'input, on va transmettre les données dans la base et après on va aller les rechercher. Allez, on va continuer avec ça. Je rajoute une petite explication, c'est en anglais, mais c'est aussi pour que vous ayez les mots qu'on retrouve un peu partout. Donc là, le titre, c'est Chunking for RAG. Chunking, ça veut dire un peu faire des petits bouts. Donc comme vous voyez sur le dessin, au début, on a le PDF. Là, il le transforme en texte. Et c'est surtout après, il fait des chunks, c'est-à-dire des petits morceaux. Des petits morceaux qui va après embedding, donc c'est-à-dire qu'il va transformer en chiffres, en vecteurs. Et après, il va les stocker dans la base de données vectorielle. Donc voilà vraiment l'idée, c'est n'oubliez pas l'idée des chunks, c'est-à-dire les petits bouts, on transforme en vecteurs, et après c'est dans la base. Donc dans cette vidéo, je vais utiliser la base de données vectorielle Supabase. Il y en a plusieurs autres, il y a Pinecone, etc. Là pour cet exemple, je vais prendre Supabase. Donc là, vous arrivez sur le site, vous inscrivez, après vous faites Start a Project. Donc là, il suffit de cliquer sur New Project. Vous mettez un nom, vous mettez votre région. Là, vous vous rappelez bien de votre mot de passe, c'est très important.
Donc voilà, moi je fais comme ça juste parce que j'ai déjà créé ce projet-là, que juste avant, formation. Donc vous, quand vous allez le créer, ça peut être gris au début et après, ça va passer à vert. Donc déjà, on a créé notre projet dans Supabase. C'est déjà bien. Donc après, on va passer dans N8N. Donc là, comme d'habitude, créer une new workflow. Donc voilà, moi je viens de renommer en rag agent. Donc là, il est vierge. Donc déjà, l'idée donc c'est d'aller chercher un document. Moi, je vais prendre les règles du football américain. Donc voilà, je vais dans mon Google Drive, j'ai mis un PDF avec toutes les règles du football américain, que je ne connais pas du tout. Et donc c'est pour ça qu'après, on va aller l'interroger. C'est un peu le but, c'est ça notre source de données qu'il n'a pas forcément. Donc là, première étape dans Google, dans N8N, on rajoute Google Drive. Hop. Donc l'action, ça va être de download file, donc de télécharger un fichier. Donc là, il faut des credentials. Donc ça, je vais faire apparaître une autre vidéo, de toute façon, vous pouvez la retrouver, où j'explique comment créer des credentials, donc des identifiants pour Google Drive. Moi, je les ai déjà faits, donc voilà, vous regardez la vidéo. Donc là, je suis identifié, je mets que je vais télécharger un fichier. Et là, moi, je vais mettre ces règles. Il va me le retrouver. Règles du football américain. Donc déjà, je peux vérifier que ça marche. Voilà, il a retrouvé le fichier. Si on regarde ici, voilà. Bah, il a créé automatiquement cette node parce qu'il n'y en avait pas, donc c'est... Mais là, dans notre exemple, on va exécuter manuellement tout le temps le workflow. Mais là, à la place de ça, ça peut être un webhook, ça peut être WhatsApp, Telegram, ça peut être aussi à chaque fois qu'il y a un fichier qui arrive dans un dossier, Google Drive, quand il y a une mise à jour, etc. Là, on lance manuellement. Donc voilà l'idée. Donc après, donc maintenant, on va rajouter et bah du coup l'appel à la VectorDB, donc Supabase. Supabase Vector Store. Et donc là, on veut lui ajouter des documents dans le Vector Store. Et là déjà, bon, il faut encore cette histoire de credential qu'on va créer ensemble. Donc quand j'ouvre, il faut deux éléments, host et service role secret. Donc là, on va retourner dans Supabase. Voilà, je suis dans mon projet, donc il est bien vert. Donc là, on va tout en bas dans Project Settings. Et là, il y a Data API. C'est surtout là, on va avoir le host. Vous voyez, là, on copie cette URL. Après, je retourne. Donc, je le colle là. Après, il nous faut le secret. Donc là, on retourne là. Et là, il faut aller dans API Key. Servir row secret. C'est exactement ce qu'il nous demande. Donc là, vous cliquez sur Reveal, révéler, vous copiez et vous le mettez. Voilà, je viens de le mettre. Et là, on clique sur Save. Et ça passe au vert. Donc déjà, on vient de régler ce problème de credential. Donc maintenant, on est prêt à insérer nos documents dans une table. Mais si on va là, en fait, vous allez voir qu'il n'y a pas de table. On n'a pas créé la table encore dans Supabase. On s'est juste inscrit, on a créé le projet. Donc comment on fait? Donc c'est c'est une petite méthode. On clique sur Doc. On descend là. Et là, on voit qu'il y a Quick Start for Setting Up. Donc on descend là. Et là, on va copier toutes ces requêtes SQL. On retourne dans notre projet Supabase. On va dans SQL Editor. En fait, on va lui mettre des requêtes. Là, voilà. Là, on va coller ce que je viens de copier. Et je vais le faire run. Qu'est-ce que ça va faire? Ça crée une table, comme on voit, qui s'appelle document.
Donc voilà, ça met success no row. Donc la database, table, on voit qu'on a la table document. Il n'y a pas de ligne pour le moment, mais ça y est. Donc je retourne dans notre agent. Je change un petit coup pour le faire rafraîchir. Voilà. On voit bien qu'on a document. Sachez que vous pouvez, quand vous faites la requête dans SQL, si vous avez envie de mettre un autre nom, utile test, vous pouvez le changer là, mais il faut bien le changer un petit peu aux différents endroits. Donc voilà, je voulais juste préciser ça si vous créez une autre table. Et quand vous créez une autre table, il faut aussi enlever ça, parce que vous l'avez déjà fait. D'accord? Et aussi pareil, si vous avez mis un autre nom, ici, il faudra bien changer. Donc maintenant, on va finir le réglage de notre vecteur. Vector database. Hop. Donc il nous manque deux choses. Là, il faut, c'est ce qu'ils appellent le chunking, c'est-à-dire on va faire les petits bouts. Et là, on va les embedding, donc créer les vecteurs. Donc là, je vais prendre par défaut. Il y a un data loader. Voilà. Donc, moi, je vais vraiment laisser par défaut. Il y a juste le type de document. Vous voyez que notre PDF, là, ça a été mis dans le type binary. Donc, c'est un type binary, donc c'est pas du JSON. Donc, moi, je vais sélectionner binary. Donc, voilà, ça c'est fait. Et maintenant, il y a aussi embedding. Donc là, je vais utiliser OpenAI avec un modèle à lui. Donc là, c'est pareil pour les credentials. C'est pas vraiment compliqué. Donc là, il faut aller sur la plateforme openai.com. Vous loguez. Donc même si vous avez l'abonnement de ChatGPT Plus, par exemple, payant, c'est différent là. Là, il va falloir remettre votre billing, vos informations de facturation. C'est totalement différent de l'abonnement. Là, on va payer à chaque fois qu'on utilise l'API ChatGPT. Donc vous allez là, vous cliquez sur la petite roulette ici, et vous cliquez sur API Key, et là vous créez votre nouvelle clé. Et voilà, et après vous copiez-collez dans le nouveau credential ici. De toute façon, comme je vous ai dit, il y a une vidéo qui explique, mais là c'est la version un peu la plus simple pour ChatGPT. Après, on choisit un modèle. Donc moi je pars sur celui-là. Donc là je vois qu'on n'a pas mis de texte splitter. Donc on va mettre recursive caractère marqué recommended for most use case. Donc en gros là c'est la taille du bout du chunk, c'est 1000 caractères. Overlap c'est pour si en fait des documents ils vont se superposer. Et là dans cet exemple on met juste ça. Je save. Et là on peut déjà exécuter pour voir. Donc là c'est en train de télécharger notre document PDF. Donc de toutes les règles du football américain. Là, il fait ses petits bouts. Il fait les vecteurs. On voit que là, ça lui... Ben voilà, et là, voilà, on voit qu'il y a 834 éléments. Donc là, c'est clair que j'ai pris un gros truc pour l'exemple. Donc je retourne dans la base de données. Donc là, nous avons nos données dans la base, comme je l'ai dit là. J'ai oublié de préciser que là, on a le texte. Et on voit que ça a été transformé en vecteur. Ces fameux nombres permettent de discuter facilement. Donc voilà, donc là, on a fait notre partie de workflow qui permet d'exécuter. Maintenant, on va passer à l'agent IA. Donc je vais le faire dans ce même workflow. Je vais donc créer un agent IA. Donc on clique sur AI.
clique sur Agent IA. Voilà, je le mets là. Moi, je vais le faire avec un chat pour cet exemple. Pas de chat data. Chat trigger. Le trigger, donc c'est le déclencheur. Donc c'est ça là. Plus bas, là, c'est un déclencheur manuel. Là, ça va être on va chatter. Il va nous répondre. Donc je le relie à là. Donc là, notre agent IA, il faut déjà lui donner un chat modèle. Le modèle, en fait, c'est son cerveau. Donc moi, je vais lui donner OpenAI, ChatGPT. Ça, les credentials, on en a déjà parlé. Donc là, le modèle, je vais prendre GPT-4o mini, par défaut, là. Lui, c'est bon, il a son cerveau. Par contre, il faut son outil. L'outil, c'est des connaissances qu'il n'a pas. C'est cette fameuse règle du football américain. Donc là, elles sont dans Supabase. Je clique. Donc déjà, le mode, ça a été mis automatiquement par Retrieve Data Document as Tool for AI Agent. C'est exactement ce qu'on veut. Donc là, il faut lui dire quand il doit utiliser cet outil. Donc appeler cet outil pour répondre aux questions de football. Comment marque-t-on des points au football? Voilà, comment marque-t-on des points au football américain? Donc là, c'est parti. Il a été récupéré. Il a appelé l'outil comme il fallait. Il a dû trouver la réponse. Là, il le retourne à son cerveau pour dire, bon, bah voilà, fais-moi une réponse correcte. Et là, bah voilà, au football américain, les points peuvent être marqués de plusieurs manières. Touchdown, field, gna gna gna. Donc là, ça a bien fonctionné. On peut cliquer pour voir l'output. On a les logs aussi, quand on clique. Human, donc l'humain a posé ça comme question. Et puis on a l'output, la réponse. C'est ça qui est bien, à chaque fois on peut double-cliquer pour avoir plus d'infos. Donc maintenant ce qui est bien, mais le problème c'est que là, comme vous voyez, j'ai pas rempli la case mémoire. Donc il n'a pas de mémoire, il ne se rappelle pas à chaque fois, il va retourner dans la base de données. Si je repose une question de foot, même s'il me l'a donné, il va retourner. Là si je lui demande combien de points il faut, ça va pas marcher. Il va retourner là-bas puis il va me donner la bonne réponse. Mais à chaque fois ça va nous coûter l'argent. Nous on veut qu'il ait de la mémoire, que ce soit une vraie conversation. Donc on va cliquer sur mémoire. Et là, soit on peut prendre la mémoire simple de N8N. Ça marche très bien. Le petit hic, c'est d'un côté, c'est qu'on ne peut pas avoir tout l'historique. Des fois, ça peut être utile de voir comment ils ont discuté ensemble. Donc c'est pas mal si c'est stocké dans une table. Donc là, pour cet exemple, je vais prendre Postgre, Chat Memory. Donc là, il faut des credentials. Vous voyez ce qu'il faut là. Donc ça, on va aller le chercher dans Supabase. Donc là, quand on retourne ici, vous voyez, il y a un bouton Connect. On clique là. On descend un peu, là il y a Transaction Pooler. View Parameters. Donc c'est clair qu'il faut le savoir, vous avez juste à le faire. Et donc là, on va copier-coller les différentes infos. Le host. Postgre, c'est la base de données. Le user. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez mis au début. Donc là, je l'ai mis. Voilà. On clique Save. Et voilà, c'est vert, donc ça a marché. Donc là, vous voyez, ça va être stocké dans la table N8N Chat History. Et contexte maximum, le 5, en fait, là, ça signifie que dans notre historique, on pourra avoir que 5 conversations, 5 messages précédents. Ça, on peut l'augmenter, mais plus on augmente, plus ça va consommer des tokens, parce que
ce qu'il va lui redonner à chaque fois dans sa mémoire sera plus long. Donc là, on va laisser à 5 pour l'instant. Donc là, la table n'a pas été créée, mais vous allez voir, ça va la créer toute seule. Donc à partir de maintenant, là, quand je vais relancer, ça va pas seulement me donner la réponse, mais ça va aussi stocker tout ce qu'on a dit. Donc, on va le relancer. Hop. Mon nom est Roméo. Tic. Bon, bah là, voilà. Bonjour Roméo, comment puis-je vous aider? Et là, je lui dis quel est mon nom. Votre nom est Roméo. Parce que là, déjà, on voit qu'il a appelé ChatMemory. Donc là, je retourne dans Supabase. Et vous voyez, ça a créé une deuxième table avec en fait tout ce qu'on vient de se dire. Bonjour, mon nom est Roméo. Bonjour, comment puis-je vous aider? Quel est votre nom? Et là, on voit qu'il y a un session ID. Et le session ID, c'est donc par session, c'est-à-dire que là, là, on a une session. Si je rafraîchis, je reset cette session, là, lui dit quel est mon nom. Quel est mon nom? Et ben là, je ne connais pas votre nom parce que là, c'est une nouvelle session. Si je rafraîchis ici, vous voyez là, c'était la même session et là, c'est une autre session. Donc voilà, ça c'était pour information de comment ça fonctionne. Ça nous permet d'avoir tout l'historique, c'est super utile. Donc voilà, bon, dans cet exemple, nous avons donc vectorisé des données et on les a retrouvées à partir d'un chat. Mais ce qui pourrait être plus dynamique, c'est au lieu d'exécuter manuellement, là, ça serait de mettre qu'à chaque fois il y a une mise à jour dans un Google Drive, un document qui est ajouté, qui est mis à jour, etc. Et bien soit si on ajoute un nouveau document, on pourra les rajouter dans le vector database, ou si on fait une mise à jour, on pourra les supprimer et puis mettre à jour les données. C'est ça qui va rendre... Si on supprime des documents aussi, ça pourra les supprimer les données. Et c'est ça qui permettra à notre agent d'être toujours à jour en fonction des données, par exemple ici, de documents. Donc ça, si ça vous intéresse, je peux vous faire une autre vidéo où je vous montre comment rendre cet agent beaucoup plus dynamique. Car c'est très utile si vous êtes dans une entreprise. Il peut avoir des comptables, par exemple, qui mettent à jour des documents dans un dossier. Et comme ça, l'agent est toujours à jour. Il a toujours les bonnes données pour répondre aux questions. Ça peut être des agents internes qui s'aident s'il y a un nouvel étudiant qui arrive, il a envie de poser une question de comptabilité, par exemple. Hop, il n'a pas envie de lire tous les documents, toute la bible de la comptabilité. Et voilà, il peut parler à un agent. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on crée nos propres chats GPT en interne avec nos propres informations. Donc j'espère que ça vous a aidé. Ce qui m'aiderait beaucoup, c'est que vous abonniez et que vous faites un petit like. Donc voilà, merci beaucoup, à bientôt.